Graeber dit, mais en fait, à quoi ça sert d'avoir toutes ces grandes libertés fondamentales si au quotidien, votre liberté d'agir est obérée par ces milliards de micro-normes que vous ne pouvez pas connaître. Et il a cette phrase assez provocatrice, il dit, est-ce qu'au fond, un paysan au temps de Louis XIV n'était pas plus libre qu'un citoyen aujourd'hui? Parce que, certes, il n'était pas protégé par l'arbitraire, mais il le rencontrait assez peu dans sa vie. Bonsoir à tous, je suis Thibaut Mercier, je suis avocat au barreau de Paris et je suis président du Cercle Droit et Liberté. Pour rappel, cette association, nous l'avons fondée en 2014 afin de promouvoir l'esprit critique et les libertés publiques dans le monde juridique et aussi à l'université. Désormais, nous regroupons près de 600 adhérents. Si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous invite à nous rejoindre sur notre site internet www.cercledroitliberté.fr. Ce soir, juste avant d'aborder le second tour des législatives, nous avons voulu aborder un sujet qui n'a jamais été traité à l'université, qui n'est quasiment jamais traité dans le monde professionnel et surtout qui n'est jamais traité par nos députés et sénateurs, la simplification juridique. Qui ici, juriste ou citoyen, ne s'est jamais perdu dans ce labyrinthe juridico-bureaucratique français? Qui ne s'est jamais arraché les cheveux à remplir un formulaire CERFA? Qui ne s'est jamais pris le bec avec l'administration sur l'application d'une loi ou d'un règlement imprécis? Alors, la complexification juridique, c'est certainement un des maux de notre temps. Ses racines sont pourtant profondes et Tocqueville, déjà au XIXe siècle, nous décrivait la manière dont l'État étendait ses bras sur la société en couvrant la surface d'un réseau de petites règles compliquées et minutieuses qui nous gênent, nous hébètent et brident nos actions et notre volonté. Pour nous aider à sortir de cette cage de fer bureaucratique, nous recevons ce soir un homme qui a fait de la simplification son cheval de bataille. Alors, c'est un profil qui sort pas mal des sentiers battus et vous savez combien on les apprécie au Cercle Droit et Liberté. Il est déjà venu chez nous il y a 5 ans, il est philosophe, il est essayiste, il est même romancier. Il a créé il y a près de 10 ans le laboratoire d'idées Génération Libre. Désormais, c'est un homme politique puisqu'il a été candidat à l'élection présidentielle. Il est chroniqueur dans Les Échos et il est l'auteur de 15 ouvrages. C'est du dernier dont il sera question aujourd'hui. Simplifions-nous la vie, co-écrit avec l'avocat Nicolas Gardère et que vous pouvez d'ailleurs acquérir ce soir et que vous pourrez certainement vous faire dédicacer si vous le voulez. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard, merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un petit entretien et ensuite, vous en faites pas, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Pour commencer, il me semble que rien ne sera plus efficace que des exemples pour illustrer ce sujet. Peut-être que vous pourriez décrire 1 ou 2 témoignages que vous avez recueillis lors de l'écriture de cet essai. Oui, alors bonjour à tous. Je suis toujours très ému et inquiet aussi de parler devant des juristes. Mais donc mon livre a été coécrit avec un de vos confrères et donc je lui laisserai la responsabilité de tous les propos juridiques. C'était effectivement, l'idée était d'en faire... On peut peut-être enlever les micros, non? Vous m'entendez bien comme ça? Oui. Ouais, parce que ça résonne beaucoup, c'est peut-être pas très agréable. Alors, c'est bon. L'idée était d'en faire un sujet politique. Dans les deux sens du terme. C'est d'abord un sujet d'action politique, puisqu'on a mené campagne présidentielle alors jusqu'au parrainage. Donc moi, je me suis arrêté à 107 parrainages. On pourrait revenir sur le système des parrainages. Mais on a mené une campagne pendant quand même 9 mois. Et d'en faire un sujet politique aussi, en le sortant des aspects techniques, des aspects paperasse, et pour en faire un grand sujet de société. Pour comprendre d'abord pourquoi dans notre histoire, on a créé cette suradministration folle, ce que ça dit de notre société, pourquoi ça crée une société de défiance, pourquoi à l'inverse, simplifier, comme le disait Portalis, c'est faire confiance à la raison humaine, faire confiance au plus petit échelon, créer des espaces d'autonomie où les gens peuvent prendre leurs propres décisions, interpréter la loi, dire que c'est une question d'état de droit, parce que si nul n'est censé ignorer la loi et que personne ne peut la comprendre, eh bien la loi devient à ce moment-là l'apanage des privilégiés, des grosses entreprises, des grosses mairies qui peuvent avoir des cabinets d'audit, des avocats fiscalistes, et les autres se prennent le mur normatif dans la poire, que c'était un sujet de justice sociale exactement pour les mêmes raisons. Et cette idée m'est venue quand j'ai fait un tour à cheval en France et j'étais logé chez les gens. Et je pensais que les gens, ils m'ont parlé de toutes sortes de choses, des récoltes, des saisons, du village, tout ça, très bien.
Et ce qui revenait tous les soirs dans les conversations, ce n'était pas l'insécurité, ce n'était pas l'immigration, ce n'était pas le gouvernement, c'était des problèmes de CERFA, des problèmes de... Alors on va donner des exemples, des problèmes de PLUI, des problèmes de police de l'eau, des problèmes de SARL, des problèmes de PAC, de MSA, de SRADET, de SCOP, enfin tout le monde est dans une espèce de fantasme acronymique. Et à chaque fois, je devais tout me faire réexpliquer parce que profession par profession, les sigles changent, mais la structure, le paradigme reste exactement le même. Et je sais qu'il y a déjà beaucoup de rapports sur la simplification administrative. Moi, mon think tank, on en avait fait un avec Jean-Luc Devic-Silicani, qui est conseiller d'État. Le Conseil d'État lui-même publie des rapports tous les 5 ans en expliquant que l'inflation normative est une atteinte à l'état de droit, etc., etc. Donc tout le monde sait ça. Il y a d'ailleurs quand même des politiques qui s'en emparent, puisque tous les 5 ans, on a une commission de simplification X ou Y, Poitrinal-Mandon, la loi 3DS, enfin, il y a toujours des choses. Et pourtant, on le mesure, ça continue à augmenter. Ce n'est pas un sujet qui est pris dans sa dimension politique et culturelle. Et je pense que si on ne commence pas par ça, on ne pourra jamais le traiter sérieusement, parce que ça finit par des commissions, on essaye de simplifier ceci, cela, mais ça ne peut pas marcher comme ça, et on reviendra, j'imagine, plus tard sur les solutions. Et sur les exemples, pour répondre à la question, vous voyez, je deviens vraiment politique, puisque je ne réponds plus du tout aux questions. Le livre s'ouvre avec un exemple que j'avais voulu... Alors, nous, on avait ouvert, c'est là que je voulais en venir, un site internet pour récolter les doléances des gens. Et on a passé 4 mois, quand je dis on, c'est que j'ai constitué une équipe, ça donnait quand même beaucoup de mal, on a levé de l'argent pour ça, et on a passé 4 mois à faire littéralement le tour de France de la complexité administrative. Donc c'est comme ça que j'ai passé mon été. Alors, il y a des étés quand même plus drôles que ça, puisque je passais mon temps à parler avec les hôteliers restaurateurs du problème des canettes d'orangina derrière le bar et tout ça. Mais à chaque fois, franchement, vous avez les larmes aux yeux et vous dites, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens n'aient pas encore pendu les préfets. Ce qui est extraordinaire, c'est quelque part la docilité de la population qui, quand même, essaye de bien faire dans un univers où elle est complètement larguée. Donc, on a récolté environ, je crois, si j'ai bonne mémoire, 5000 témoignages. Vous voyez, c'était quand même une masse. On avait une équipe de juristes qui les ont, autant que faire se peut, analysés, répartis en catégories, etc. Et ensuite, qui en ont tiré une proposition. Et ces témoignages, ils tombaient sur la plateforme et je les regardais tous les jours et j'avais l'impression de voir suppurer le grand corps administratif français et je voyais la galère des gens, mais de tout milieu. Ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, qui retape sa maison de campagne, qui demande un permis de construire et là c'est le début en fait de la spirale. Ou ça peut être quelqu'un qui est plombier chauffagiste et qui n'arrive plus à remplir le dernier CERFA sur le tri des déchets parce qu'il faut les mesurer ex ante, ex post, etc. et qui abandonne. C'est des histoires des gens qui ne sont jamais remboursés pour leurs frais de santé, qui du coup sont totalement débancarisés. Enfin, c'est des histoires, certaines sont drôles, des gens qui doivent prouver que leur bras n'a pas repoussé, par exemple, parce que tous les ans, quand vous êtes handicapé, il faut refaire le dossier, retrouver un médecin pour prouver que votre enfant n'a toujours pas de bras, ou n'a toujours pas de main, ou de doigts. Et donc, c'est des histoires qui sont parfois anecdotiques, parfois tragiques, mais toujours folles. Et celle qui ouvre le livre, parce que je trouvais qu'elle résumait bien tout et qu'elle était très symbolique, c'est l'histoire d'une ferme-auberge dans le Cher, puisque la ferme-auberge, c'est quand même la chose la plus simple à comprendre. Ce n'est pas une usine de traitement des déchets nucléaires, c'est une ferme-auberge. Donc on élève les bêtes et on les donne à manger. C'est probablement le premier ou disons le deuxième métier de l'humanité. Et la dame de la ferme-auberge disait, bah oui, mais le problème c'est que la ferme-auberge ne rentre pas dans les cases. Et heureusement, quelque part, que ni vous ni moi, personne ne rentre dans les cases. Tout le monde dit, je ne rentre pas dans les cases. C'est normal, on est des êtres vivants. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans les cases. Donc, elle ne rentre pas dans les cases parce que l'auberge est en SARL, en GAEC, pardon. L'auberge est en SARL, la ferme est en GAEC. Donc, elle a le droit de travailler seulement un certain nombre d'heures pour ne pas dépasser le stock d'heures que lui permet la PAC pour avoir une activité à côté. Et en même temps, les produits qu'elle vend, selon qu'ils sont transformés ou pas transformés, tombent dans une autre catégorie, donc dans un autre chiffre d'affaires, et les TVA sont différenciés. Et bon, bref, et donc en fait, elle a fait des études de droit, cette dame, juste pour pouvoir survivre. Et comme elle est très forte, elle a réussi. Mais est-ce qu'on demande vraiment ça aux citoyens? Et la ferme-auberge, encore une fois, c'est simple, c'est compréhensible. En plus, c'était pour revivifier un village où il n'y avait plus de commerce. C'est clairement pas des truands. Et en fait, ces gens finissent par se sentir suspects, par se sentir coupables. Et c'est ça qui est très violent par rapport à notre rapport à l'État et à l'État de droit. C'est que c'est j'aime pas cette expression, mais globalement des honnêtes gens. Et comme le truc est trop compliqué, ils sont obligés en fait de tricher. Du coup, ils ont peur du contrôle de la commission du truc. Ça donne une instabilité juridique extrêmement forte. Et in fine, un ressentiment vis-à-vis de tout ce qui vient du pouvoir central qui est extrêmement dangereux. J'aurais pas dû dire de mal du préfet d'ailleurs,
puisque dans cet univers-là, j'ai découvert que le préfet n'était pas celui qui doit appliquer la loi sur l'ensemble du territoire, comme je le croyais naïvement. Le préfet est celui qui peut ne pas appliquer la loi. C'est ça son rôle, c'est de ne pas appliquer la loi. C'est de dire « Ah bah ça, on laisse de côté, cette circulaire-là, n'y touchez pas trop, l'Adréal, je m'en charge, je vais leur dire de ne pas trop vous emmerder. Quand il y a un conflit de normes entre deux administrations, c'est lui qui tranche. » Bref, c'est une espèce de soupape de sécurité. Quand il y a trop de tensions dans le système, il peut, de manière un peu arbitraire, mais aussi humaine, résoudre les choses. Seulement, tout le monde n'a pas accès au préfet. Et là aussi, ça crée des injustices, puisque ceux qui n'y ont pas accès sont totalement perdus. Et vous avez du coup des gens qui basculent dans une sorte d'anarchie douce, où en fait, on ne respecte plus rien. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes plombier chauffagiste et que vous avez l'anième CERFA qui tombe? Vous avez deux options. Soit vous vous faites embaucher par une grosse boîte, qui a l'admin, la compta, le juridique, le département de compliance et tout ça. Et donc ça favorise la concentration économique, les grandes structures, l'homogénéisation. Soit vous passez auto-entrepreneur, vous faites des trucs un peu au black, etc., et vous ne respectez plus rien. Et dans les deux cas, finalement, c'est un échec de la société. Et pourquoi, évidemment, les gens vous disent qu'ils ne vont pas voter au régional, ils ne vont pas voter au département, parce qu'ils ne comprennent même plus de quoi la région est responsable. C'est pour ça qu'ils ne vont pas voter. Et quand on dit qu'une loi est trop complexe, maintenant on dit qu'il faut faire de la pédagogie pour expliquer aux gens. Mais ce n'est pas le bon raisonnement. Si vous avez besoin de faire de la pédagogie pour l'expliquer aux citoyens, c'est que ce n'est pas une bonne loi. Et donc on proposait, alors ça c'est pas dans le livre d'ailleurs, c'est venu un peu après, dans les propositions qu'on faisait, il y en avait une la plus amusante, c'était le comité du bon sens. En disant on tire des citoyens au hasard, non pas pour faire la loi, parce que ça j'y crois pas, mais pour vérifier l'intelligibilité de la loi. Et donc on réunit 30 citoyens tirés au hasard, le Parlement, donc ils font tous leurs micmacs, ils posent tous leurs amendements, ils ont des équilibres politiques très compliqués, ça finit à 3h du matin, ils sont épuisés, ils arrivent, ils rendent leur loi au comité du bon sens, qui dit « Ah bah non, je comprends rien ». Et s'il y a un citoyen du comité du bon sens qui ne comprend pas la loi, c'est que c'est une mauvaise loi. Ce n'est pas parce que vous êtes boucher-charcutier ou plombier ou quoi, que vous n'êtes pas censé comprendre la loi. Parce que tout ça crée quoi? Des intermédiaires qui l'interprètent pour vous, qui vous empêchent de vous emparer du texte et de le revendiquer. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout une mesure où je fais, libéral au sens où les gens seraient moins protégés. Au contraire, quand les gens peuvent s'approprier le texte parce qu'ils peuvent le comprendre, c'est comme les protestants quand ils ont pu lire la Bible directement, qu'ils n'avaient plus besoin de l'intermédiaire du prêtre. Là, vous n'avez plus besoin du syndicat, vous n'avez plus besoin du juriste d'entreprise, vous pouvez comprendre le texte, vous pouvez l'interpréter, donc vous pouvez aussi vous en prévaloir. Voilà, donc la ferme auberge, et ce sujet me travaille, moi, tous les jours, même en tant que, moi je suis un indépendant, donc je suis en plein dans la cible des gens qui crisent, et récemment, c'est pour deux histoires, donc la deuxième, c'est tout à fait anecdotique, mais tout le monde s'y reconnaîtra. J'ai fait un film sur un voyage à cheval. Bon, on l'a autofinancé et MK2 nous file une salle pour faire une projection un soir. Ce n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, c'est même pas d'ailleurs une entreprise. On projette un film et voilà. Et donc tout est bien, et puis on se donne quand même du mal pour que les gens soient invités, pour que le truc soit bien, pour que le film soit au bon format, tout ça. Et évidemment, une semaine avant, quelqu'un vous dit quel est votre visa d'exploitation? Et donc là, je ne sais pas. Alors, oui, mais vous n'avez pas de visa d'exploitation. Pour avoir un visa d'exploitation, il faut un numéro SIRET. J'ai un numéro SIRET. Et oui, mais alors, il faut prouver, en fait, il faut des documents qui prouvent le numéro SIRET. Alors pour ça, il faut aller sur le site de l'INSEE. Donc je vais sur le site de l'INSEE, je tape mon numéro SIRET, il me dit non, vous, ça ne marche pas. Je ne dis pas pourquoi. Donc, il faut envoyer des documents à l'INSEE pour prouver que c'est bien vous le titulaire du numéro SIRET. Donc je me retrouve pour projeter un film, qui est une œuvre d'art que nous avons fait entre nous, à envoyer des documents à l'INSEE, de taxes d'habitation, n'importe quoi. Et en fait, ce genre d'expérience vous rend nerveux, fragile, et vous inhibe. Parce que la prochaine fois, vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire ci, ça, telle initiative, telle entreprise, telle activité, tel cercle de juristes, et vous avez peur. Vous vous dites, forcément, ça va mal se passer, il va y avoir, à un moment donné, un contre-ordre absurde, venu de nulle part, qui va me obérer ma capacité créatrice, et donc vous ne faites rien. Et ça, c'est vrai, ça c'est parfaitement anecdotique ce film, c'était pas très grave, mais c'est vrai pour tous les gens qui déploient des activités sur le territoire, ou qui simplement veulent vivre leur vie légèrement hors des clous, et encore très légèrement hors des clous. Donc selon vous, déjà, ces lois et règlements qui se multiplient, finalement, brident la volonté et l'énergie des citoyens français. Voilà, mais je ne suis pas anarchiste, enfin pas encore, donc je ne suis pas pour la suppression des lois et règlements. C'est peut-être pas le moment de parler de la solution. Non, voilà. on abordera ça un peu tout à l'heure.
Mais bon, alors c'est évalué en termes économiques, des instituts évaluent à 3% du PIB ce que les règlements nous font perdre. Mais quelque part, ce n'est pas mon sujet. Moi, c'est vraiment un sujet de liberté. Et vous êtes un cercle, vous vous intéressez aux libertés fondamentales. Et effectivement, on a en France le droit de propriété, la liberté d'expression, la laïcité, etc., des grandes libertés. Et un anthropologue que moi j'adore, qui est vraiment mon penseur contemporain préféré, qui s'appelle David Graeber, qui est hélas décédé il y a quelques années, qui s'est fait connaître par les Bullshit Jobs et qui a écrit 5-6 livres qui sont absolument fantastiques et qui vraiment renversent la manière dont on pense le monde. Et un de ces livres, justement, qui est ma référence sur ce sujet, ma référence intellectuelle sur ce sujet, c'est sur la bureaucratisation du monde. C'est d'ailleurs pas étonnant si le livre d'après, c'est sur les Bullshit Jobs, parce que tout ça va naturellement ensemble. Et il reprend, il se met dans la lignée, disons, de Max Weber, il explique que la bureaucratisation est un phénomène total, que ça concerne bien sûr à la fois l'administration, mais aussi le secteur privé, puisque j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est exactement la même chose quand vous essayez de donner la main à quelqu'un d'autre sur votre chaîne YouTube. C'est pareil, ça va être multiplié. Parce que tout ça vient d'une production normative qui est liée aux grandes structures et qui est liée aussi à une appréhension du risque, mais on en reparlera. Et donc c'est exactement pareil dans le secteur public et dans le secteur privé. Sauf que dans le secteur privé, globalement, vous pouvez des fois essayer de trouver des solutions alternatives, alors que le secteur public a un monopole sur ces sujets. Et donc Graeber dit, mais en fait, à quoi ça sert d'avoir toutes ces grandes libertés fondamentales si au quotidien, votre liberté d'agir est obérée par ces milliards de micronormes que vous ne pouvez pas connaître. Et il a cette phrase assez provocatrice, il dit, est-ce qu'au fond, un paysan au temps de Louis XIV n'était pas plus libre qu'un citoyen aujourd'hui? Parce que, certes, il n'était pas protégé par l'arbitraire, mais il le rencontrait assez peu dans sa vie. Et Montaigne dit exactement la même chose. Il parlait de Tocqueville, mais encore 3 siècles avant, Montaigne disait qu'il y avait plus de lois en France que dans le reste du monde, que ça ne pouvait pas aller. Il était juriste lui-même, il disait que la loi doit être simple et concise et courte. Et il ajoutait, mais heureusement, le poids de la souveraineté ne touche pas un gentilhomme plus de 2 fois dans sa vie. Autrement dit, on passe à travers. Mais aujourd'hui, vous ne passez plus à travers, parce que c'est informatisé, parce que l'État est beaucoup plus présent, parce qu'il y a des systèmes de surveillance, parce que les citoyens aussi s'entre-surveillent. Ça a été le cas de manière absolument phénoménale pendant le Covid, puisqu'on était chargés de se contrôler les uns les autres. Et donc vous ne pouvez plus y échapper. Donc ce n'est pas tellement le nombre, au fond, de lois et règlements qui me préoccupe, puisque quelque part, ça a peut-être toujours été le cas, mais c'est le fait que l'espace devient fermé, et que donc en termes de liberté, oui, on a les grandes libertés fondamentales, mais si on n'est pas en mesure de les exercer, parce qu'on est constamment entravé, eh ben, quelque part, elles ne valent plus le coup. Enfin, et donc c'est ce que disait Tocqueville, d'ailleurs, à l'ombre de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire à l'ombre de l'état de droit démocratique, peut se développer la dictature, je ne sais plus comment il appelle ça exactement, le despotisme démocratique. Voilà. Ça tombe bien, vous citez Graeber, et vous le citez aussi dans votre ouvrage, il accuse le néolibéralisme qui, selon lui, associe l'État et les grandes entreprises dans un même partage du pouvoir, et les lobbyistes du CAC 40 seraient donc les promoteurs les plus convaincus de la complexité qui leur permet d'éviter toute concurrence. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Je pense, disons, j'ai moins de faits là-dessus, mais je pense que globalement, c'est l'impression que j'ai aussi. D'ailleurs, Graeber a l'intelligence de différencier le néolibéralisme du libéralisme. Et il dit lui-même que Adam Smith et son rêve de concurrence et tout ça seraient effrayés par les monopoles privés, les oligopoles privés qui se sont peu à peu constitués. Donc ça, je le remercie. Et effectivement, en fait, là, il se place dans la lignée de l'analyse de Foucault du néolibéralisme, qui n'est pas, comme on l'entend, et c'est insupportable de l'entendre répéter, on dit c'est la dérégulation. C'est pas vrai. Le néolibéralisme, et des gens qui sont vraiment pourtant pas de mon camp politique, comme j'ai oublié son nom, on le dise bien, c'est que le néolibéralisme est une association de l'État dans son pouvoir de surveillance, Foucault dit ça dans les leçons de biopolitique, et de la grande entreprise dans son obsession, alors il ne dit pas du profit, c'est plus fin, il dit de l'utilité, de faire des choses qui sont utiles, donc qui vont maximiser le bien-être collectif. Donc tout le monde veut maximiser le bien-être, donc éviter le risque, éviter l'incident, éviter l'accident. Et comment on évite le risque ? Eh bien, en multipliant la norme. Donc l'idée n'est pas c'est parce que c'est la recherche du profit et tout ça. Non, c'est un système de contrôle global. Et
effectivement, aujourd'hui, on voit assez concrètement que les lobbies des grandes entreprises sont les premiers à produire de la norme. Et moi, pendant ma campagne, j'ai rencontré des représentants des syndicats patronaux. Et alors, ils me disent tout de suite, la simplification, formidable, l'entrepreneur est entravé, etc. Et je leur dis, oui, d'ailleurs, bonne nouvelle, on a un projet de simplification sur l'héritage, on se met à parler de ça. Nous, on propose, alors c'est pas pour poser le sujet, mais enfin, on propose un abattement forfaitaire de 500 000 € par personne et après 10% d'impôt. Bon, peu importe, mais enfin, disons que c'est une flat tax sur le capital à un moment donné. Et ils me disent très bien, ça simplifie. Et je dis, bah oui, et puis du coup, il n'y a plus de Dutreil. Vous savez, le Dutreil, c'est le dispositif qui permet aux entreprises de payer moins d'impôts que les autres sur la succession. Et là, tout d'un coup, il se met à réfléchir, il dit, ah non, mais ça ne nous arrange pas. Elle dit, pourquoi vous payez? En fait, si on compare, vous allez payer même 1% de moins. Donc, vous, ça ne change rien, mais simplement, vous êtes à égalité avec tout le monde. Mais l'idée d'être à égalité avec tout le monde, en fait, les titillait profondément, parce que eux, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir la petite niche qu'on contrôle, sur laquelle on peut faire pression, et qui du coup introduit de la complexité, parce que c'est un lobby qui va concocter sa propre petite loi au sein de la grande loi. Et comme ça, il la maîtrise. Alors que l'idée d'être à égalité avec tout le monde, il dit « Ah oui, mais si un jour on augmente les taux, on va être comme tout le monde. » Alors que là, on a notre pouvoir de pression, on a notre petit dispositif, donc on est bien dans notre niche. Et en fait, vous multipliez ça par autant de corps de métier, de corporations, de lobbies qui existent. Et les mêmes qui vous disent la main sur le cœur qu'il faut simplifier, envoient à tous les candidats à la présidentielle des formulaires, j'en recevais 3 par jour, il fallait répondre à plein de questions pour tous les métiers. D'ailleurs, les avocats m'en envoyaient un qui n'était pas piqué des verres aussi, mais bref. Où en fait, ils vous demandent d'en rajouter. Et tous les candidats disent oui, 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 oui. Donc, simplifier, en fait, ça paraît consensuel quand on aborde le thème, mais dès qu'on rentre un peu dans les détails, on voit que ça crée énormément de fractures et d'opposition. Et c'est pour ça que le politique s'en empare pas. C'est parce que les gagnants ne vont pas se manifester, parce que c'est un peu tout le monde, un peu tout le temps, alors que les perdants vont être extrêmement féroces. Et c'est ce que disent tous les gens qui ont travaillé sur les commissions de simplification, comme Poitrinal et Mandon, à qui j'ai été parlé, qui devaient lutter de manière extrêmement violente pour le moindre petit mécanisme de simplification qu'ils proposaient contre tous ceux qui, justement, avaient intérêt à conserver, parce qu'effectivement, ça élimine de la concurrence, parce que ça permet aux gros ensembles de maîtriser la situation, et que ça crée des barrières à l'entrée. Vous avez une nouvelle norme sur les pneus qui est sortie, donc les pneus neige, qui sont maintenant obligatoires, y compris en Bourgogne en octobre. Vous êtes obligé de mettre des pneus neige, même s'il n'y a pas de neige. Et donc, 2 jours après, il y a Michelin qui sort sa campagne de pub sur les pneus neige. Donc on peut comprendre pourquoi Michelin a intérêt, alors je ne sais pas dans le détail si Michelin a fait du lobbying pour cette norme, mais on comprend la logique. Mais si le droit est complexe, est-ce que ce n'est pas parce que la société est complexe ? Moi, je pense que si la société est complexe, c'est que le droit a mal fait son travail, en fait. Et qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il y a des technologies, de vivre dans une société complexe. Au contraire, la promesse de nos technologies, c'est de simplifier la vie, d'avoir des mécanismes user-friendly. Donc je ne vois pas de raison structurelle liée à l'évolution du progrès technique pour laquelle nos sociétés seraient complexes. Nos sociétés seraient complexes parce que nous voulons évincer le risque. Mais ça, c'est un choix politique qui n'a rien à voir avec la technique, qui n'est pas une fatalité historique. C'est un choix politique que nous avons fait ensemble pour nous surprotéger, d'éliminer le risque et pour ça, de multiplier la norme. Donc Et si nos sociétés sont complexes, c'est un problème. C'est un problème. Les sociétés sont complexes parce que c'est difficile de remplir un formulaire RSA, etc. Qui peut dire que c'est un progrès social ? Alors ça tombe bien, vous parlez de risques et de précautions. Vous pointez beaucoup dans l'essai un problème que le philosophe Matthew Crawford lui a appelé le précautionnisme, qui est en fait une détermination à éliminer tout risque de la vie, qui nous pousse à nous concentrer sur tous les risques désignés par les experts. On a particulièrement vu cela pendant les multiples vagues de Covid. Est-ce qu'on a délégué finalement, enfin le pouvoir politique a délégué son pouvoir aux experts ? C'est quand même le pouvoir politique qui crée la norme et qu'on est responsable. Et je pense qu'en l'occurrence, il crée la norme pour se protéger et surtout pour qu'il y ait toujours un responsable. L'idée est non seulement d'éliminer les risques, mais surtout que chaque accident trouve son responsable. Et c'est là que la simplification change totalement le paradigme. Parce que dans un espace simplifié, vous pouvez avoir des incidents et des accidents, des pas de chance, mais dans lequel vous allez pouvoir vous retourner contre personne.
Si vous avez une norme qui vous dit que vos pavés doivent être alignés sur 3 mm, etc., il y a quelqu'un qui casse la gueule, forcément on va regarder, ah ben non, il n'était pas à 3 mm, pomme, la mairie est responsable. À moindre tempête maintenant, le maire est responsable. On va chercher le responsable. D'ailleurs, on a multiplié les procédures contre les ministres par rapport d'ailleurs au Covid. Maintenant, les ministres sont même, depuis la jurisprudence Lagarde, que je trouve exécrable, responsables de négligence. Alors que c'est le rôle du politique d'être négligent, c'est-à-dire de choisir des priorités politiques. Et donc, dans cet univers-là, forcément, chacun essayant de se protéger, de renvoyer la responsabilité plus haut, a intérêt à ce que la norme soit la plus précise possible. Et à l'inverse, voilà ce que disait Portalis. Donc, nous, on va en reparler, mais enfin, on s'est beaucoup inspiré de Portalis, que vous connaissez tous par cœur, le projet du Code civil et tout ça, où la préface son projet de Code civil, où il explique que simplifier, c'est faire confiance et c'est accepter qu'il y a des situations où la loi n'intervient pas. Ce qui suppose de la médiation, de la discussion, de la parole et de l'interprétation de la part des citoyens, mais ce qui suppose aussi de dire et d'accepter qu'à un moment donné, c'est la faute à la fatalité, comme dit Flaubert à la fin de Madame Bovary. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas seulement l'État et les grandes entreprises qui sont responsables, c'est aussi les citoyens, d'une certaine manière. Bah exactement, c'est notre rapport à la protection et notre rapport au risque, notre désir et la frontière que nous n'arrivons plus à tracer, et on l'a très bien vu pendant le Covid, entre nuire à autrui et nuire à soi-même. La définition de la liberté dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est le pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est magnifique comme définition négative de la liberté. Mais ça veut donc aussi dire pouvoir faire tout ce qui me nuit à moi-même. Or, comme aujourd'hui, la tâche de l'État devient de protéger les individus, y compris contre eux-mêmes, et que globalement les individus l'ont accepté, on entre complètement dans le paradigme tocquevillien que vous citiez au début sur la multiplication des petites normes, etc. Parce qu'on veut être protégé contre nous-mêmes. Et ça, il y a une jurisprudence là-dessus. Alors, comme je suis avec des juristes, je vais parler de Bouvet-la-Maisonneuve, de l'arrêt du Conseil d'État sur la ceinture de sécurité, qui est la première fois que le Conseil d'État dit que les pouvoirs de police doivent s'exercer contre ceux, y compris contre ceux qui en sont les sujets. Et que donc, on peut et on doit rendre la ceinture de sécurité obligatoire, qui était contestée à l'époque en 1972, parce que ça crée des problèmes pour les autres, etc., mais surtout parce que l'État a le droit et le devoir de protéger l'individu contre lui-même, alors même qu'il serait le seul, disons, indépendamment des questions assurantielles, les secours viennent, c'est la collectivité qui paye, etc. Et ça, en fait, ça se retrouve ensuite dans l'arrêt sur le lancer de nain, comment il s'appelle Morsan-sur-Orge. Morsan-sur-Orge, qui se réfère à Bouvet-de-la-Maisonneuve et qui dit si on peut protéger les gens contre eux-mêmes d'un point de vue matériel, on peut aussi les protéger contre eux-mêmes d'un point de vue moral, et donc les protéger contre la dégradation de leur propre dignité. Et donc cette propension à protéger l'individu contre lui-même fait partie, je pense, du paradigme qui est vraiment un paradigme culturel, social, qui explique la surnormalisation de la société et qui, quelque part, me conduit à penser que c'est vraiment, en fait, quand c'est loin d'être un sujet technique de paperasse, c'est un énorme sujet de quasiment civilisationnel si on le prend un peu au sérieux. Mais dans cette société qui a perdu le sens du tragique, finalement, comment vous comptez faire accepter aux citoyens plus de simplification ? Ça, c'est le rôle du politique, et c'est pour ça que j'ai fait campagne. C'est précisément pour dire ça, pour toujours, dans toutes les réunions que j'ai faites, expliquer que la simplification crée aussi des perdants, que c'est accepter le risque. Globalement, alors vous me direz, j'ai pas eu les parrainages et j'ai pas pu me présenter, mais bon, en tout cas, dans ma bulle et dans quand même les dizaines et dizaines de déplacements qu'on a fait sur le terrain, c'est un message qui passe quand même très bien. D'abord parce que, la suradministration a atteint un tel point que tout le monde comprend tout de suite de quoi on parle. Et en fait, mes réunions publiques devenaient des réunions d'alcooliques anonymes où chacun prenait la parole en disant « et moi les URSSAF, et moi la MSA » et tout ça. Et c'était une catharsis extraordinaire. Les gens ont besoin de parler. Donc, on a déjà atteint un tel point de saturation que si les gens ont encore une once de conscience, de désir de liberté en eux, ils se sentent vraiment révoltés. Et quelque part, il faut, c'est presque triste à dire, mais enfin, il faut en profiter parce qu'on est dans un bon moment de rupture possible. Et ensuite, il faut, comme toujours, mener le combat d'idées. Et donc, tenir le genre de réunion qu'on a là ce soir, les multiplier sur le territoire, il faudrait qu'il y en ait 100 par jour, on repose le même message. Et c'est comme ça qu'un jour, par la victoire intellectuelle, on aura la victoire politique. La victoire politique n'arrive pas comme ça ex nihilo, elle arrive parce qu'il y a d'abord eu un travail
culturel et un combat des idées qui a été mené. Mais pourtant, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais depuis Pompidou qui déclarait qu'il fallait arrêter d'emmerder les Français, il n'y a pas un président qui n'a pas abordé le sujet de la simplification. Tout le monde partage cet avis, vous l'avez dit, et pourtant rien ne se passe. Donc les citoyens la veulent, les politiques la veulent également. Pourquoi rien ne se passe alors ? Je pense que le problème a toujours été abordé par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire on a des grands projets de société, on veut réformer ci, réformer ça, et puis à la fin de la liste, on dit ah oui, puis d'ailleurs on va simplifier, de toute façon tout le monde est toujours d'accord sur la simplification, on met en place une commission, on essaye de regarder quelles normes on retire. Et moi j'ai voulu prendre le problème par l'autre bout, en disant en fait c'est la priorité, et c'est de la simplification que je tire les autres politiques publiques. Et quand on a commencé à appliquer ce principe à l'ensemble des politiques publiques, alors évidemment, j'ai des biais, j'ai des billes, parce que j'ai déjà des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps. Enfin, le revenu universel, par exemple, que je défends, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est juste une simplification monstrueuse du système socio-fiscal. C'est-à-dire que l'allocation tombe, il n'y a plus besoin de faire 15 000 papiers pour avoir le RSA, et l'ensemble de la fiscalité des particuliers devient une flat tax à 30%. Ce que je disais sur l'héritage, moi je vous faisais un code fiscal en 2 pages. L'héritage, c'était 500 000 € d'abattement, 10%. On peut discuter des chiffres, etc., si c'est une bonne idée. Mais franchement, on peut faire un code fiscal en 2 pages. Et là, mais on soulage tout le monde. Tout le monde comprend. Et du coup, ça devient égalitaire. Et payer 30% d'impôt sur le revenu pour avoir les 500 € de revenu universel, hein, qui est notre schéma, c'est beaucoup. Mais à partir du moment où c'est la même chose pour tout le monde, ça décontracte. On n'a pas l'impression qu'on est toujours que l'autre a trouvé une meilleure niche que nous, a trouvé un meilleur interstice, un meilleur statut. Donc, s'il y a des fiscalistes dans la salle, vous n'allez pas vous faire des amis ce soir. Bah oui, on va mettre beaucoup de gens au chômage, ça c'est sûr, mais ils auront le revenu universel, donc ça ira. Bon. En tout cas, voilà, l'idée que je portais, c'était d'en faire un sujet politique prioritaire, de tirer les fils à partir de là, et surtout, on va revenir sur la proposition, de ne pas regarder quelles normes on retire, mais de regarder quelles normes on garde, et donc de changer la manière dont on fait de la simplification. Ça tombe bien, vous me donnez la bonne marge pour passer à la suite. Donc, on va passer aux solutions. C'est peut-être l'exercice le plus périlleux de votre réflexion, finalement, puisque le constat, tout le monde le partage. Portalis nous disait que les lois inutiles affaiblissaient les lois nécessaires, et c'est de lui que vous vous êtes inspiré avec la création de ce projet, par lequel vous appelez, en imitant Nietzsche, à simplifier à coups de marteau. Qu'est-ce que c'est en pratique ce projet Portalis ? Alors vous nous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'évacuer le stock de lois existantes. D'ailleurs, le Jean Carbonnier, le doyen, nous disait qu'il s'agissait de s'attaquer aux écuries d'Augias en l'absence d'Hercule. Comment vous proposez de simplifier Alors ça encore, je l'ai mis au point. Enfin, en tout cas, c'est avec mon excellent co-auteur, juriste, Nicolas, qui vous en parlerait mieux que moi. Mais l'idée, c'est de considérer, au fond, l'ensemble des lois existantes, des 450 000 règlements existants, comme un échafaudage, et de retirer l'échafaudage pour trouver la maison. Et donc de remonter au principe sur chaque code, de finir la codification, qui est un bon principe, et ensuite de remonter au principe, et de dire, seuls les principes ont valeur législative, boum, et tout le reste, on balaye. Badinter et Lyon-Camp ont fait ce travail sur le code du travail. Ils sont remontés au principe. Il y a une commission qui a produit, je ne sais plus, 6 mois, 1 an, un code du travail qui tient sur 4 pages, qui fait 61 principes, qui est écrit en bon français, qui est compréhensible par tout le monde, qui est beau, c'est du beau travail. C'est aussi beau à voir que la Déclaration des droits de l'homme. On comprend, et on comprend les principes qui régissent le monde du travail. Et bien nous on dit, voilà, c'est tout, c'est la loi. Et le reste, on ne veut pas en entendre parler. Et comment ça se décline sur le terrain, ces principes ? Vous débrouillez. Alors il y aura un peu plus de jurisprudence, mais on va y revenir. C'est des principes clairs, parce qu'on utilise du français. Donc dire c'est de bon sens, c'est pas le dévaluer, c'est au contraire dire qu'on est des êtres humains, qu'on a un langage commun. Et ensuite, on l'applique sur son terrain. Franchement, à partir d'un principe clair, il est aussi assez clair de comprendre qui triche, qui ne triche pas. Donc voilà, donc on disait, on remonte au principe sur chaque code. À la louche, il y a 70 codes, on était entre 100 et 200 principes par code, ça vous fait 5000 normes, 5000 grands principes du droit. C'est quand même pas mal. On divise du coup, c'est ce qu'on disait de manière un peu marketing, j'avoue, mais on divise par 100 le nombre de normes, puisqu'on passe de 500 000 à 5000. Et la promesse politique qui était faite, mais c'est beau, je trouve, comme ça, à imaginer, c'est qu'au bout de 2-3 ans, on fait ce travail de commission, on produit ce nouveau texte, on dit maintenant, c'est ça qui entre en vigueur, et on distribue à chaque citoyen français un livre, relativement normal, dans son format, qui est le droit, qu'il peut lire, et il connaît les principes et les règles
qui régissent sa vie. Voilà, on va rentrer, j'imagine, rentrer dans les détails. Est-ce que vous pensez que, là on a bien compris que vous voulez simplifier les normes juridiques, est-ce que vous pensez que ça doit s'appliquer à tous les types de droits? Je pense notamment au droit pénal. Alors on avait fait une exception pour le droit pénal. On avait dit on ne touche pas au droit pénal avec l'argument que la complexité de la procédure est dans ce cas protectrice du plus faible, c'est-à-dire de l'accusé. Et que notamment dans le champ de la liberté d'expression, s'il est très difficile d'avoir gain de cause en diffamation, c'est précisément parce que la procédure est très complexe et que cette complexité protège la liberté d'expression. Donc voilà, on avait juste mis à part le droit pénal. Je comprends assez bien, donc finalement ça donne aussi le pouvoir au juge d'appliquer le droit. Si on simplifie le droit, ça va laisser pas mal d'incertitudes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est redonner encore un peu plus de pouvoir au juge et créer un gouvernement des juges? Et donc plus de jurisprudence et encore plus de complexité? Voilà. Alors d'abord ça a donné d'autres juges, je pense, parce que c'est des juges qui ont un autre métier. C'est un métier de comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain et de l'interpréter en fonction des grands principes. Ensuite, on a essayé de border le rôle du juge, et là encore je m'aventure dans un domaine que je ne connais pas trop, en étendant la notion d'erreur manifeste d'appréciation du droit administratif au droit civil. Et en disant le juge n'intervient, elle est bordée cette notion par la jurisprudence administrative, donc elle est pertinente, on dit le juge n'intervient que quand il y a une erreur manifeste. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, on laisse un espace où les gens se débrouillent. Globalement, ils ont à peu près appliqué la loi, ils ont à peu près compris ce qu'elle voulait dire, et ils bricolent, et ça passe. Et donc il y a tout cet espace un peu créatif, un peu borderline, qui n'est plus maintenant un espace de suspicion, mais qui est un espace accepté. Et effectivement, le juge intervient quand l'erreur est manifeste, que le type a vraiment abusé ou qu'il a clairement désobéi à la loi. Ce qu'on se dit, c'est que c'est au fond plus facile quelque part de comprendre qui désobéit à la loi dans un monde clair et dans un monde simple. Je vais prendre un exemple, je reviens sur le Code du travail. Alors, je prends des exemples évidemment un peu extrêmes pour vous faire rire, mais il y en a beaucoup, je suis sûr que vous en connaissez plein d'autres vous-même. Le Code du travail définit le pot d'entreprise, on a le droit de boire dans une entreprise, le pot d'entreprise, en disant on a le droit de consommer du vin, du poiré et du cidre. Donc vous avez un lobbyiste normand extrêmement doué qui a inclus le poiré et le cidre dans le Code du travail. Ce qui veut dire qu'on peut être au pot d'entreprise complètement bourré après avoir bu 10 litres de poiré, parce qu'il faut y aller au poiré, mais qu'en revanche, si vous buvez un verre de Morito, vous êtes hors la loi. Donc, en fait, la complexité crée des situations anormales. Que dit le code de Badinter? Il dit un principe, tout employeur doit veiller à la sécurité et salubrité de ses salariés. Je n'ai plus la formulation exacte, point. N'importe qui peut comprendre ce que ça veut dire la salubrité des salariés. C'est-à-dire que si les types sont complètement ivres, et qu'il y a un concours du plus grand buveur, effectivement, ça enfreint le principe. Si on a servi un verre de Morito, c'était raisonnable. Et cette notion de qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce n'est pas une notion idiote. En fond, c'est tout le travail de la discussion entre êtres humains, de savoir ce qui est raisonnable, ce qui n'est pas raisonnable. C'est ce qu'on fait tous les jours, ce qu'il y a de plus beau, quelque part, d'avoir cette conversation, d'essayer de la comprendre, de dire non, là t'abuses pas. Et là, c'est à chacun, au fond, et c'est ça qui est beaucoup plus responsabilisant, au lieu d'appliquer bêtement une norme, et dire c'est bon, c'est du poiré, c'est à chacun de juger et de faire l'exercice de son jugement, et y compris de le discuter, et quand ça va mal, effectivement, d'en référer au juge. Mais l'idée, c'est aussi de créer des espaces où ces lois sont appropriées sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. On va prendre un autre exemple bien polémique, les normes handicapées. Les normes handicapées, tout le monde est d'accord, il faut absolument que les handicapés aient accès, et en même temps, personne n'est d'accord, puisque dès que vous allez dans les collectivités, le premier truc qu'ils vous disent, c'est absurde, il n'y a pas d'handicapés dans le village, on a dû faire la rampe, le bâtiment a changé de fonction, donc du coup on a dû descendre la rampe, mais les bâtiments historiques sont arrivés en disant qu'elle était trop longue, donc on a dû raccourcir la rampe, résultat, une petite vieille est tombée sur la rampe et fait un procès à la mairie. C'est ça que vous entendez. Nous, que dit le grand principe du droit? On l'avait fait avec Silicani, ça. Le grand principe du droit dit tout handicapé doit avoir accès aux bâtiments publics. Même on peut élargir privé, bon ça c'est notre discussion. Point. Après, comment on fait? On discute entre l'association handicapée, le bâtiment, tout ça. Si on n'est pas d'accord, on en appelle au juge, mais on commence par cet espace de discussion où on évalue les besoins de l'un de l'autre. Moi j'avais un handicapé dans mon équipe qui a passé la moitié de sa vie en fauteuil roulant et qui me disait, en fait ce truc des rampes c'est naze parce qu'il y a la rampe, c'est dans les règles, mais personne n'a jamais la clé du petit ascenseur, enfin, ou quand c'est l'ascenseur, je ne sais plus. Personne n'a jamais la clé, donc moi je préférais qu'il y ait un mec balèze à l'entrée qui monte mon fauteuil, s'il y a 2 marches, quoi.
Donc, vous voyez le principe. C'est un principe humain, au fond, et c'est un principe de confiance. Donc vous simplifiez la norme, ça fait donc aussi moins de contentieux. Donc vous mettez les juges au chômage. Qu'est-ce que vous faites de ce stock de juges? Vous en parlez un peu dans votre essai. J'ose pas vous dire. Non, mais... mais les maisons de la citoyenneté. Voilà, non, mais pas forcément. Ça, effectivement, une réforme comme ça, elle va créer des perdants, pas seulement les juges, mais voilà, nos amis avocats fiscalistes, nos amis qui font... tous les gens qui ont des cabinets d'audit pour remplir les dossiers de subvention des mairies, tous ces intermédiaires qui, je ne vais pas dire profitent, enfin bon, qui sont les acteurs de la complexité, qui sont là, qu'on paye, parce qu'on a les moyens, quand on a les moyens justement, et c'est là qu'on crée l'injustice, pour faire le lien entre l'individu et l'administration, ce qui n'est pas normal. Donc forcément, on va créer... Alors sur les juges, pas forcément, mais ça va se faire en ordre spontané aussi, ça va se faire doucement. C'est pas, je ne prétends pas avoir un plan sur 10 ans où on sait exactement ce qui va se passer. C'est précisément d'ailleurs le principe que je défends, c'est l'expérimentation et l'ajustement. On va peut-être passer au droit des contrats. On a pas mal d'ici à avoir fait des études de droit. On nous a toujours parlé de la partie forte, de la partie faible au contrat. Donc, sachant que vous êtes un libéral, en général, les libéraux nous disent qu'il n'y a pas de partie faible et pas de partie forte au contrat. Pourtant, vous nous dites que si. Et vous proposez d'une certaine façon, d'ailleurs, de limiter la liberté contractuelle en créant des contrats types simplifiés. Je pense notamment peut-être les conditions générales d'utilisation d'un citoyen avec Facebook, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette entreprise? D'abord, pourquoi je pense qu'il y a une partie faible et une partie forte? Parce que dans mon système, si je puis dire, libéral, intervient la notion de liberté réelle. Donc je ne pense pas que la liberté soit uniquement négative. Et qu'une fois qu'on a tous les droits de ne pas être empêché par autrui, c'est bon, la société a garanti notre liberté. Je pense que la liberté, c'est une construction sociale, ce n'est pas un donné biologique ou anthropologique, et que pour la construire, il faut donner les moyens aux gens d'exercer leur autonomie. Donc ça passe par l'éducation. Dans mon système, ça passe aussi par le revenu universel, parce que pour avoir de l'autonomie, il faut aussi une forme d'autonomie financière, au moins quelque chose qui fait que vous n'êtes pas, que vous subvenez de manière garantie à vos besoins de base. Tant qu'on n'a pas installer cette autonomie, eh bien, effectivement, il y a une partie, c'est-à-dire donner aux gens les moyens d'être véritablement libres et de véritablement choisir, il y a une partie faible et une partie forte dans les contrats. S'il y a une partie faible et une partie forte, effectivement, la simplification normative peut créer des situations abusives. Et c'est pour ça qu'avec Nicolas, et ça c'est vraiment Nicolas qui a pensé, qui vous l'expliquerait mieux que moi, on a pensé à un système de contrat type, apparemment ça se fait dans le droit de la construction, où globalement l'État dit, bon, moi je pense que un contrat équilibré doit ressembler, en rentrant dans les détails, donc les grands principes très généraux, si on rentre dans les détails, voici ce que moi, État, je pense être la relation équilibrée. Maintenant, comme ça reste contractuel, les contractants ont parfaitement le droit d'abord de ne pas adopter ces contrats types ou d'y déroger. Mais s'ils y dérogent, ils doivent expliciter la dérogation. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, dans le droit du travail, je reprends le droit du travail, il y a toutes sortes de dispositions extrêmement précises sur la manière dont les salariés doivent déjeuner. Si on appliquait ça, la moitié des startups, enfin d'ailleurs l'ensemble des startups françaises seraient condamnées. Donc il est dit, vous avez besoin d'une table de tant mètres, tant de pause, tant de tout ça. Le contrat type dirait peut-être à peu près ça. Peut-être un peu plus simplifié, mais disons reprendrait un certain nombre de ces termes. Et le patron start-upper embauchant son start-upé lui dirait, bon, bah nous, on mange chinois devant l'ordinateur, ça ne te dérange pas, bon, tu signes là. Et au moins, la partie faible, c'est là où elle pourrait se faire arnaquer, là où il y a une dérogation par rapport à ce qu'on estime être l'ordre public. Voilà, donc c'est la manière, et ça permet aussi de limiter le contentieux, du coup, ces histoires de contrat type, et d'avoir effectivement un certain nombre de dispositions plus précises qui ont été pré-réglées, mais avec, parce que ça reste contractuel, la possibilité d'y déroger, soit en n'appliquant pas du tout ça, soit en explicitant des dérogations particulières. Dans un monde mondialisé comme le nôtre, et d'ailleurs où une bonne partie du droit n'est même pas produit en France, mais plutôt par l'Union européenne, comment vous avez pensé à faire appliquer ces principes ? Voilà, donc l'objection européenne est évidemment une objection lourde et sérieuse. Notre analyse, il n'y a pas de chiffre vraiment très clair sur quelle est la quantité de droit qui est produit par l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez des chiffres qui varient de 20 à 80%. Et il n'y a pas de chiffre non plus sur qu'est-ce qui est de la responsabilité du gouvernement français qui surtranspose, parce qu'il est clair que la France est un des pays qui surtranspose le plus, et qu'est-ce qui est directement de la responsabilité de l'Union européenne. Nous, dans les petits calculs qu'on a fait à la louche, on pense qu'il y a 10 ou 20% du droit
qui est effectivement dur, qui vient de l'Union européenne de manière très directe, mais qui nous reste quand même 80% par du droit du travail, du droit social, du droit fiscal. Globalement, on a de quoi faire le ménage en interne très largement. Alors, c'est peut-être pas vrai pour les agriculteurs, par exemple, c'est peut-être pas vrai pour la PAC, pour tout ça, mais dans les domaines qu'on vient de citer et dans beaucoup d'autres, les États restent quand même très souverains. Après, il faut aussi rappeler que l'Union européenne a fait son aggiornamento, notamment, alors je sais qu'il n'est pas très populaire, mais c'est quand même vrai, sous la commission Juncker, qu'ils ont compris que notamment le Brexit venait d'une espèce de la taille de la banane, etc., d'un agacement citoyen par rapport à ce genre de micro-normes, et que l'Union européenne est plutôt en processus aujourd'hui de déflation normative, et pas d'inflation normative, c'est qu'elle produit de moins en moins de règlements et de directives. Par ailleurs, la directive reste à l'interprétation des États, donc c'est là qu'on surtranspose, et que c'est très souvent plutôt la faute de l'État-nation que de la Commission. C'est pour défendre un petit peu la Commission européenne. Après, on peut aussi rêver, appliquer ce principe, une fois qu'on a fait la démonstration qui marchait en France dans le droit de la construction, l'appliquer au niveau européen, militer pour au niveau européen. De toute façon, là, je suis dans le fantasme absolu, puisque je suis très loin de gouverner la France selon ces principes-là. Donc autant aller à l'étape d'après et dire que, ouais, en Europe, on pourra faire la même chose. Mais ça aussi, ça correspond à une vision de l'Union européenne, davantage fondée sur la subsidiarité, et moins sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'harmonisation fiscale et sociale. Parce que l'actuel gouvernement pro-européen, c'est pro-Europe, oui, mais pro-Europe dans l'uniformisation. On fait les mêmes impôts, on fait le même droit du travail. C'est un peu ça qu'ils ont en tête, le même droit social. Moi, je suis pour une Europe très différenciée, une Europe un peu confédérale, une Europe à la Suisse plutôt. Est-ce que vos propositions ont retenu l'attention de certains hommes politiques? Est-ce que vous avez réussi à faire un peu de lobbying sur ces idées? Est-ce que dans les 5 prochaines années, des députés vont porter vos idées? Alors d'abord, si je me suis présenté, c'est précisément parce que ça fait 10 ans que je fais du lobbying politique, que je parle aux uns et aux autres, que j'en ai ras la casquette, qu'ils n'écoutent jamais. Enfin, si, ils écoutent, ils passent un bon moment, mais je ne représente pas une contrainte. Donc ils s'en foutent. Et donc là, le but, c'était de faire un pourcentage. Avec ce pourcentage, de créer un rapport de force et d'être plus dans une conversation où on dit, tu vois, c'est une bonne idée. Dans une conversation, on dit, pour te soutenir, ça coûte tant de mesures de simplification. Alors, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au pourcentage et donc je n'ai pas réussi à créer un rapport de force. Et ça, c'est un problème. Alors après, dans la situation actuelle, il y a un institut de juridique qui s'appelle LexisNexis. LexisNexis Hein, LexisNexis, ouais. Je ne sais jamais où est le LexisNexis, qui avait demandé aux candidats leur proposition sur la simplification administrative et normative. Donc moi j'étais dans mes chaussons, les autres disaient à main sur le cœur, oui, on va simplifier. Ce qui était quand même assez intéressant, c'est qu'il y en a un qui a dit, ah non, on ne simplifie pas. C'est Mélenchon. Et Mélenchon a dit, moins de normes c'est moins d'État c'est pas bien. Donc non, c'est le cheval de Troie du libéralisme. Donc je ne compte pas sur une majorité NUPES, même si d'ailleurs à titre personnel ça ne me dérangerait vraiment pas. Mais enfin, en tout cas, sur la question de la simplification, je ne peux pas compter sur eux. Graeber déplore d'ailleurs que son camp, la gauche, n'ait jamais compris que le problème de la complexité administrative est un problème de justice sociale, que ça devrait être un problème de gauche. Mais la gauche s'est tellement approprié l'État-providence qu'elle n'arrive pas à penser des injustices structurelles générées par le système qu'elle a elle-même élaboré. Mais c'est un peu la maxime de Lacordaire qui nous dit qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Oui, mais comme j'ai dit, d'abord, je pense que cette maxime est juste, je suis pour l'état de droit. C'est pour ça que je veux garder évidemment des lois, mais je pense qu'à l'inverse, une loi trop précise crée la situation inverse, favorise le fort et laisse le faible complètement perdu dans un univers qu'il ne maîtrise pas. Donc ça, c'est pour répondre effectivement à l'objection de gauche, qui est une objection importante, mais qui, je pense, vient aussi d'un manque de pratique de terrain. Si ces gens voyaient toutes les histoires auxquelles j'ai été confronté, ils ne pourraient plus dire ça. Une fois, j'étais en plateau, j'avais préparé le coup. Et donc, Gérard Miller, évidemment, me dit oui, ça crée des injustices, le fort, le faible, tout ça. Et là, je sors de ma poche, parce que j'avais préparé le coup, j'étais très content de moi, le formulaire de demande du RSA. Ça, c'est pour les pauvres, c'est pour les faibles, c'est pour les fragiles, on est d'accord. Et je commence à lire les pièces exigées. Au bout de 30 secondes, tout le monde se marre en plateau parce que personne n'aurait été capable de le faire. Et je connais bien les questions de RSA et les questions de non-recours. Donc c'est un tiers des gens qui n'ont pas recours à RSA, souvent parce que c'est trop compliqué, la Cour des comptes elle-même le dit. Et en plus, vous mettez 120 jours en moyenne pour obtenir votre RSA. Pendant 120 jours, qu'est-ce que vous faites? Vous avez faim. Et puis une fois que vous l'avez, surtout, le pire, c'est qu'il faut le pérenniser. Et ça vous enferme dans la pauvreté
parce que vous êtes constamment obligé d'être pauvre en fait pour continuer à en bénéficier. Donc si vous changez de département, si vous trouvez un petit job, etc., vous le perdez, il faut le redemander, c'est très stressant. Je pourrais vraiment développer sur ce sujet, mais c'est un cas quand même assez démonstratif qu'aujourd'hui, en l'occurrence, la complexité nuit aux faibles. D'ailleurs, la majorité actuelle, encore majorité pour quelques jours, a dans ses projets l'allocation, ce qu'ils appellent le versement à la source, qui est donc le pendant de l'impôt à la source, et qui sera un versement automatique des prestations. Sauf que comme il ne change pas le système de conditionnalité, il va toujours falloir justifier d'autant de trucs. Simplement, vous serez repéré par le système. Donc, peut-être qu'il y aura moins de pertes, mais en revanche, la question de la cage d'acier, pour reprendre le terme de Weber administratif, reste exactement la même, puisque vous aurez le même phénomène d'enfermement dans un statut. Voilà. Et donc, par ailleurs, s'agissant des candidats, donc Mélenchon, c'est non. Macron, dans ses annonces programmatiques, avait quand même, de manière assez appuyée, repris le thème, il avait parlé de loi d'exception de simplification. Ce qui ne me va pas trop, parce que précisément dans mon système, la loi de simplification permet de ne pas faire d'exception, permet que ce ne soit pas des lois d'exception. D'ailleurs, toujours ce recours à l'exception, à l'état d'urgence, que ce soit juste le cadre de base, en fait, d'exercice de la loi. Donc bon, il y a eu quelques effets rhétoriques, en tout cas sur la simplification, à parler d'une France plus simple et tout, mais enfin je ne vois rien d'autre venir, je n'en entends plus parler, il n'y a aucun ministre qui en est clairement responsable dans le gouvernement, peut-être le ministre de la fonction publique, mais enfin comme vous voyez qui c'est, ça ne risque pas de beaucoup avancer. Donc moi je pense que tant que ce n'est pas un sujet qui a été compris et mis en avant politiquement comme j'ai essayé de le faire, ça ne pourra jamais devenir une initiative d'ampleur, et que si ce n'est pas une initiative d'ampleur, ça restera un truc de comité qui va simplifier tel ou tel truc à la marge, quoi. Sur cette note négative, on va peut-être passer aux questions du public pour un peu plus d'optimisme. Ouais, je passe à... Plus fort. Moi-même, je suis fiscaliste. Mais je me demandais, par exemple, quand on expliquait donc, pour l'héritage, faire flat tax, tout le monde serait traité de la même manière, ces niches où les gens essayent de se mettre et de les maîtriser. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas aussi empêcher finalement le politique, par exemple, de privilégier, par exemple, la transmission de l'entreprise sur ce qu'on ne fait pas du trade, et finalement aussi d'avoir des effets alors négatifs, puisque par exemple, on inciterait les gens à vendre, se débarrasser de l'entreprise plutôt que de la transmettre, parce que c'est plus compliqué peut-être de reprendre l'entreprise. Et est-ce que ça ne pourrait pas induire finalement des effets assez négatifs si on va dire l'État ne peut plus par les exceptions faire évoluer sa politique et diriger C'est quand même le but du jeu pour moi, c'est qu'effectivement l'État soit moins dirigiste, qu'il ne traite plus les gens en tant que telle profession, tel statut, est-ce que quelqu'un contribue à la valeur de la société ou pas, mais simplement en tant que citoyen. Quand j'ai parlé de cette question aux chefs d'entreprise, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est effectivement « Ah oui, mais nous, on crée de la valeur pour la société. » Je dis « Mais ça, c'est pas vrai. D'abord, il y a des entreprises d'armement qui ne créent pas de la valeur pour la société, elles créent du PIB, mais on ne peut pas dire que ce soit de la valeur. Enfin bon, on peut le discuter. En tout cas, il y a des entreprises qui ont un rôle négatif. Et puis par ailleurs, on peut tout à fait argumenter que celui qui a un château dont il ne fait rien crée une valeur culturelle énorme. Et donc, est-ce qu'on va se battre sur qui crée plus de valeur en fonction de quels critères? Enfin, tout ça, c'est de la morale. Et la morale, c'est important, mais ça doit être bien dissocié du droit. C'est un principe libéral assez fort. Et donc, je ne veux pas savoir si vous créez de la valeur ou quoi, vous faites ce que vous voulez, mais vous payez comme les autres. Et en l'occurrence, une taxe assez faible pour que ça ne soit pas très dommageable par rapport à la situation actuelle. En l'occurrence, c'est plus faible que le Dutreil à 1% près. Ce qui est intéressant, en revanche, quand on reprend l'histoire justement de l'héritage, et c'est pour ça qu'on avait fait ce schéma, c'est qu'aujourd'hui, selon le dernier rapport de, je ne sais plus si c'était France Stratégie ou quelqu'un d'autre qui avait fait ça, je ne sais plus, enfin bref, les 10%, c'était le rapport de Tyrol là, sur les retraites. Bref, les 0,1% des plus hauts patrimoines payent largement moins de 10% d'impôt sur la succession. Il y a 85% des gens qui n'en payent pas du tout. Et en fait, il y a comme d'habitude, les gens qui sont célibataires, sans enfants, qui ont 40 ans, qui n'ont pas pris de disposition, qui eux, effectivement, payent les fameux 40 ou 50% qui effraient la population du Figaro, mais qui en fait existent très peu dans les faits. Je dis ça parce que quand j'ai publié cette tribune dans le Figaro, et le Figaro ne voulait pas y croire. Ils m'ont demandé les chiffres et tout, j'avais sorti les chiffres, ils disaient ah bon. Et c'est vrai, pour eux, c'était l'héritage, c'est une spoliation, on paye 40% et tout, c'est pas vrai aujourd'hui.
Et donc, en fait, ces 10% étaient plutôt quelque chose qui faisait davantage payer les plus gros patrimoines, ce que je ne trouve pas complètement anormal, en plus 10% c'est quand même pas confiscatoire, qui mettait tout le monde à égalité. Et en plus, sur l'héritage, une des parties de la simplification consistait à ce qu'il n'y ait plus du tout de discrimination, enfin qu'il y ait un traitement fiscal et juridique équivalent suivant la personne à qui vous donnez et l'âge auquel vous donnez. Donc ça veut dire que dans ce cas, il n'y a plus de réserve héréditaire, vous donnez à qui vous voulez, parce que la charge de la preuve de l'impôt tombe sur le bénéficiaire. Donc chacun a 500 000 € de crédit d'impôt, enfin d'abattement au début de sa vie. Après, sur les chiffres, on pourrait dire non, c'est 200 000, tout ça, c'est des choix politiques, c'est autre chose. Il peut prendre de l'héritage qui vient de n'importe où, que ce soit son père, un ami, un neveu, ça c'est pareil, c'est de la transmission. Que ça soit au décès ou du vivant, c'est pareil, c'est considéré exactement de la même manière. Et quand on atteint 500 000, on passe aux 10%. Et on avait fait ça avec des spécialistes des taupes à Bercy, qui en le modélisant, nous avaient dit les 500 000, 10%, en fait, ça fera les mêmes recettes pour le trésor public qu'aujourd'hui. Alors que ça paraît moins, mais non, en fait, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Et c'était d'ailleurs tout le principe de la campagne de dire on fait tout à droit constant. On simplifie à droit constant. Donc j'ai les mêmes revenus pour le trésor public, je ne chamboule pas l'ordre de la société, mais je fluidifie complètement les procédures et surtout chacun ne se prend plus la tête pour savoir est-ce que. Alors évidemment, on élimine les assurances-vie, enfin le régime fiscal des assurances-vie, c'est sûr. Là, chacun se prend la tête et c'est les connaisseurs qui font les meilleurs montages. Bon, ben là, il y a deux chiffres, 500 000, 10%, puis c'est tout. Et quelque part, qui serait vraiment pénalisé, qui serait vraiment hostile à ça? Mais je pense pas grand monde, au fond. C'est quelque chose qui simplifierait la vie de peu près tout le monde. Et qui, en plus, engendrerait une redistribution spontanée du patrimoine, puisqu'aujourd'hui, il est canalisé vers les héritiers biologiques, notamment via la réserve héréditaire. Et là, dans un schéma comme ça, quelque part, les gens sont plutôt incités, quand ils ont des grosses fortunes, à distribuer à droite à gauche pour remplir les abattements des uns et des autres. Et donc, c'est une option alternative à la gauche. C'est vrai qu'aujourd'hui, le patrimoine est de plus en plus une part de la richesse. Donc c'est passé de 30 à 65%. C'est hyper grave. Ça veut dire que les revenus qu'ont les gens proviennent aujourd'hui davantage de leur héritage que de leur travail. On est retourné, Piketty a raison, à la situation du 19e siècle. Maintenant, comment on résout ça? La gauche dit par l'impôt qui redistribue. Moi, je dis on peut d'abord essayer par la liberté. On donne la liberté aux gens de redonner de manière beaucoup plus fluide. On va voir ce qui se passe. Ça va peut-être s'étaler tout seul, quoi. Merci pour l'information. Également, je suis fiscaliste. C'est un piège. Le message est bien passé sur la simplification de la fiscalité. Toutefois, je pense que c'est un peu simplificateur de dire on veut une flat tax. Parce que tout le monde se focalise en fait sur le taux. Et je pense que c'est la base. D'ailleurs, des travaux sont menés à ce sujet. Et par exemple, on a de la flat tax sur les plus-values actuellement. Ça peut rester 5, 30%. On s'arrache les cheveux sur la base taxable, notamment quand on regarde ce qui est sur les crypto-actifs, par exemple. Les calculs sont vraiment très complexes. Je ne suis pas sûre que finalement ce soit si simplificateur de dire juste 30% si on ne s'intéresse pas à la base taxable. Et en outre, parce que la base taxable, c'est aussi il y aura des abattements, etc. Et là, on va simplement des niches. Et par ailleurs, du coup, est-ce que c'est uniquement sur les successions ou est-ce que aussi c'est sur l'ensemble de la fiscalité? On a déjà une sorte de flat tax, c'est la TVA, même s'il y a des taux. Oui. Donc ça, c'est un impôt qui est très inégalitaire parce qu'il touche la consommation, quel que soit le revenu. Et finalement, ça, alors que la progressivité de l'impôt, en fait, permet de remettre à égalité. Et là, je pense qu'on passe du sujet de la simplification à un sujet plus politique. Dans notre schéma de revenu universel, le revenu universel, c'est 500 € de crédit d'impôt pour chaque individu, toute la vie, tous les mois, contre 30% d'impôt sur le revenu qui englobe la CSG et la CRDS d'aujourd'hui et qui finance le système. Et globalement, ce qu'on dit, c'est pareil, on ne change pas énormément l'équilibre de redistribution. Parce que, en fait, sous 2 000 €, vous êtes gagnant, au-dessus de 2 000 € vous payez, donc c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment de la modéliser de manière extrêmement précise avec Marc de Basquiat qui passe sa vie à ça et qui a fait sa thèse là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que introduire de la progressivité au bout de ma flat tax pour des raisons politiques, ça me crée des petits effets de seuil, parce que le but de la flat tax, c'est aussi d'éliminer les effets de seuil, notamment sur les plus bas revenus, pour que le travail paye toujours.
Mais si vous mettez une taxe à 40% au-dessus de X euros, ça va me faire un petit effet de seuil, mais ça ne va pas être très grave, parce que les 500 euros, ils s'en foutent de toute façon. Donc, je veux bien que pour des raisons de redistribution et de considération politique, on dise il y a 30, il y a 40 et il y a 50. Bon, très bien, ça reste pas, c'est pas très compliqué non plus. Et sur la base taxable, je pense que si on dit que c'est l'ensemble des revenus, ça c'est des discussions techniques qu'il faudrait qu'on ait d'ailleurs, parce que ça m'intéresse quand même sur tous ces sujets qu'on explore. Nous, on va continuer l'action d'une manière ou d'une autre, donc ça m'intéresse, on n'a pas la vérité si on s'infuse, donc ça m'intéresse d'avoir ce genre de discussion. Et j'imagine que si on dit que de toute façon, ce qui compte, c'est le revenu qui est tiré de la base, au fond, on se fout de la base, puisque l'ensemble des revenus sont taxés de la même manière. Donc du coup, il n'y a même plus besoin de différencier les bases. C'est dès que je la transforme en revenu, boum, j'ai ma flat tax. Donc du coup, j'ai même plus besoin de savoir d'où ça vient. J'ai même plus besoin de savoir quelle est la base, d'où provient le revenu. Et le cryptoactif, c'est le moment où je le convertis, par exemple. Je ne sais pas, il faudrait y réfléchir. Mademoiselle. Bonsoir, je suis Coralie Dupont-Médino, je suis étudiante en administration publique et j'ai aussi la chance de travailler à la Cour des comptes en tant que stagiaire sur un sujet de fiscalité. Je ne vais pas parler en tant que Cour des comptes parce que je ne suis pas la Cour des comptes tout simplement et je ne présenterai jamais l'être, mais simplement en tant qu'étudiante. Ce que j'observe dans mes études et dans mon stage, c'est qu'effectivement, à tous les niveaux, à toutes les strates de collectivités territoriales, régions, départements et communes, le politique, en fait, qui est présent sur ces trois strates, a déjà du mal à comprendre en fait ce qu'il a comme revenu. Et donc, conséquent, c'est davantage compliqué après de faire de la démocratisation et expliquer à un Français comment faire pour remplir une fiche d'impôt, admettons, de toute façon. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a donc deux administrations qui sont quelque part en place. Une administration centrale, avec Bercy, qui d'ailleurs, au sein de sa DB, de sa a une sous-direction politique territoriale. On a cette administration-là, centrale, qui est chaque fois renflouée par des énarques. Puis on a une administration qui est plutôt collectivité territoriale, qui là est renflouée par, en tout cas alimentée par des administrateurs territoriaux. Donc ma question c'est, que pensez-vous de ces administrateurs territoriaux dans les années, leur rôle dans les années à venir? Parce que ce que j'observe, c'est que c'est quand même des personnes qui viennent quelque part, tout à l'heure on parlait de démocratiser, d'expliquer les choses, et que si on expliquait, c'est parce que la loi était mal faite, c'est quand même nécessaire. C'est quand même des personnes qui viennent expliquer, qui viennent faire un retour entre l'administration centrale et les élus. Et les élus, le plus petit élu qui est en fait le maire. Que pensez-vous de ce sujet? Ok, sur ce sujet, j'avais surpris Léa Salamé à la matinale qui me disait vous êtes pour la diminution du nombre de fonctionnaires. Je dis pas du tout. Donc moi, ça me va très bien qu'il y ait plein de fonctionnaires. Mais simplement, on va leur faire d'autres missions. Et une des propositions qu'on avait, dont on n'a pas eu le temps de parler, qui pour moi en fait la plus forte, c'est les maisons du citoyen. Après, je reviens sur les administrateurs territoriaux, mais ça fait partie de la même logique. Les maisons du citoyen, c'est on dit, vous voyez les maisons France Service. Aujourd'hui, les gens qui sont un peu paumés parce qu'on a tout retiré, les trésoreries locales et tout ça, ils vont à la maison France Service où globalement il y a une espèce d'agent qui leur montre l'écran de l'ordinateur en disant le site c'est ça et le numéro c'est ça. Voilà. Ce qui est déjà bien dans beaucoup de cas, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'internet, qui ont de l'électronisme, sur le terrain quand même, il y a beaucoup de gens qui sont totalement largués, qui n'ont pas de carte vitale et tout ça. C'est juste pour s'en rendre compte aussi. Et nous on dit, mais on va mettre dans les maisons du citoyen, qui sont des super maisons France Service, des fonctionnaires qui auront le pouvoir de décider, avec des recours possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agent de la maison France Service nous met en relation avec une administration. Nous, on dit, mais chaque citoyen doit pouvoir aller voir son fonctionnaire, qui est un être humain, lui dire c'est ça mon problème, permis de construire, carte, n'importe quoi. Et cette personne, ce point d'entrée, doit lui en référer à ces différentes administrations. Il se démerde, c'est de l'interne. Et ensuite, a le pouvoir de prendre une décision et de donner donc au citoyen un rescrit administratif, on appelait, qui lui donne, ce qui est le plus important, une sécurité juridique. Est-ce que ça crée des distorsions sur le territoire? Oui. Est-ce que ça rompt le principe d'égalité? Oui. Et je pense qu'on ne peut pas faire de la simplification sérieusement sans assumer le fait qu'on va créer des disparités et que le sacro-saint principe d'égalité va être malmené. C'est vrai. Je pense que c'est beaucoup plus juste, au sens de l'équité, que ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, c'est une conséquence assez claire. Je pourrais développer sur la maison du citoyen, mais pour revenir aux administrateurs territoriaux, c'est exactement la même logique. D'abord, moi je suis pour l'abolition du statut de la fonction publique. Je pense que tout le monde va y avoir un statut du travail en général. Donc il n'y a plus de différence entre territoriaux, pas catégorie A, B, C, D, tout ce truc muche. Et ensuite, le problème des strates, parce que ce que vous dites, c'est qu'ils sont là pour résoudre un problème qui ne devrait pas exister en fait.
Parce qu'on ne peut pas demander aux citoyens d'élire son maire, son conseiller départemental et son président de région s'il ne comprend pas les compétences des uns et des autres. Et surtout, c'est très étrange qu'il vote pour un maire qui n'a plus aucune compétence fiscale, sauf surtout pour les locataires, il n'y en a plus du tout. Et du coup, tout ce que le citoyen va recevoir, il y a une nouvelle piscine, il y a tout ça, c'est payé par quelqu'un d'autre, c'est pas payé par lui, c'est payé par une dotation, une subvention, une péréquation, un truc très mystérieux, parce que le maire a su se débrouiller dans cette espèce d'énorme machine. D'ailleurs, vous avez vu ce truc terrible, j'ai trouvé, quand le maire de Grenoble a autorisé le burkini. Je sors d'un débat sur Public Sénat sur le sujet du burkini, j'étais assez chaud sur la question. Comme vous imaginez, je suis tout à fait pour qu'on laisse les gens porter le burkini s'ils le souhaitent. Mais le premier réflexe du président de région, Laurent Wauquiez, qui était opposé politiquement à cette mesure, a été de dire « je coupe les subventions ». Et c'est un truc dramatique. Et donc on voit l'arbitraire incroyable qu'exerce maintenant tout ce système de subventionnite, où ceux qui en touchent sont soit ceux qui sont copains, soit ceux qui ont... Et je l'ai vu aussi pour les parrainages. Un énorme effet sur les parrainages. Parce que maintenant, vous n'avez plus de communes libres, si je puis dire. Elles sont toutes regroupées dans des communautés de communes. Elles se regardent les unes les autres. Et donc elles perdent à la fois une autonomie de compétences, mais aussi une autonomie, disons, de décision, une autonomie politique, notamment pour accorder un parrainage. Je vais dire, ah oui, mais que va dire le président de la communauté de communes? Et je vais perdre ma subvention, et je vais perdre mon... Voilà. Donc nous, sur l'organisation territoriale, notre propos, qui est pour moi un propos simplificateur, est de proposer, mais bon, tout ça est un peu idéaliste, enfin, il vaut bien rêver, une subsidiarité ascendante. Subsidiarité ascendante, c'est le plus petit échelon détermine les compétences qu'il souhaite assumer, dans le respect de l'ordre public et des libertés fondamentales, et se voit attribuer les responsabilités afférentes, y compris fiscales, y compris donc le pouvoir de lever l'impôt, un peu comme en Suisse. Et il délègue les compétences qu'il ne souhaite pas assumer à l'échelon du dessus, etc., jusqu'à l'État, qui est la voiture balai, qui fait tout ce que personne ne veut faire, ce qui est son rôle. Le régalien et tout. Et donc, de ce point de vue-là, vous auriez des territoires organisés de manière différenciée en fonction des différents besoins. Parce que quand vous allez dans les Hautes-Alpes, le département a un sens. C'est une échelle qui a un sens. En Île-de-France, ça n'a pas de sens. Bon. Mais en fait, il faudrait que ces structures puissent être générées du bas. Le problème de la décentralisation en France, on en a fait de la décentralisation, mais par le haut. Et donc, c'est l'État qui a découpé les départements, qui a découpé les grandes régions, qui a dit, toi, je vais te donner telle compétence, et puis en échange, je vais te donner telle source fiscale, mais la commune ou le truc n'a rien à dire sur le sujet. Et au contraire, aujourd'hui, les communes perdent des compétences. Par exemple, la compétence de l'eau, c'est quelque chose qui était beaucoup soulevé pendant la campagne. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut partir du bas, que les choses s'organisent du bas, et même si elles vont être complexes, parce qu'il va y avoir des situations un peu différentes en fonction des territoires et tout ça, la complexité née du bas, c'est une complexité d'ordre spontané. Donc c'est une complexité qui est censée répondre aux besoins du territoire, qui est censée être adaptée. Le problème de la complexité, c'est pas qu'il y a beaucoup de lois, c'est qu'elles viennent se fracasser contre une réalité pour laquelle elles n'ont pas été programmées. Donc voilà un peu le schéma général imaginé, mais après, bon, ça c'est l'idéal. Et après, on peut, dans le cadre actuel, aller plus loin sur les compétences, redonner la compétence générale aux communes. Enfin bon, il y a plein de petites choses à faire qui vont dans ce sens sans être obligé de faire la grande révolution non plus. Je crois que sur cet éloge de la subsidiarité, qui est un beau principe libéral, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'ouvrage est disponible ce soir si vous voulez l'acquérir. Ça vous permettra peut-être de discuter un peu plus avec Gaspard avant qu'il ne parte. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement. La vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Je vous rappelle que le Cercle Droit et Liberté est une association qui refuse toute subvention publique, que l'organisation de ces événements ont un coût, la location de la salle, le prestataire pour la vidéo par exemple. Et si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous faire un don défiscalisé à hauteur de 66% sur notre site internet. Voilà, c'est une des niches fiscales, mais qui sert quand même un peu le bien commun pour le coup. Merci beaucoup, bonne soirée.